entérine les fermetures de services et donc met à mal la qualité et l'accessibilité des soins. Il est ouvert. Donc, je me présente vite fait. Donc, je suis Corinne Aubin, je suis aide-soignante au CHSE, donc c'est 2 établissements, un sur Étang, un sur Dourdan. On a fusionné il y a à peu près 10 ans, à peu près 10 ans. Donc, je suis dans cet établissement depuis 1998. C'est un établissement que je connais très bien. J'ai grandi à Étang, donc une population aussi que je connais plutôt bien. Effectivement, donc, dans notre établissement, comme dans beaucoup, on a déjà une implantation du privé. On a déjà des centres de dialyse qui sont complètement privés, qui sont chez nous, qui sont là depuis déjà plusieurs années. On analyse un petit peu sur les services télévision, etc. Il y a très longtemps, c'était du public. Aujourd'hui, c'est aussi des services privés. À Vital, qui sont implantés partout, dans tous les hôpitaux, et ça c'est encore du privé. On arrive à garder le parking, pour le moment il n'est pas payant. On a comme ça aussi un service de praticiens de gynécologie, Point Gyne, qui sont implantés sur Dourdan, donc notre établissement. On a voilà, sur l'hôpital déjà pas mal de prestataires privés, Sodexo pour la cuisine, Arc-en-Ciel pour le ménage, etc., etc. C'est plein de petites entreprises comme ça qui arrivent, qui grignotent, plein de petits bouts à droite, à gauche, et puis ça passe presque inaperçu finalement, et ça passe voilà, dans le fonctionnement des établissements, jusqu'au jour où arrive, là c'est ce qui nous arrive, de grosses cliniques qui vont entraîner la fermeture de lits chez nous, ou au moins la délocalisation et une réorganisation qui ne convient pas à la prise en charge de la population. Parce qu'on va délocaliser des lits, donc là, essentiellement des soins médicalisés et de rééducation. C'est des secteurs qui sont très lucratifs, des cliniques lucratives qui sont mises sur ces secteurs-là, où ça rapporte, où la T2A rapporte, où ils ont des soutiens aussi d'État, ils ont aussi beaucoup d'argent public, en tout cas, même si ça freine en ce moment, mais ils en ont eu beaucoup. Et nous, on nous a fermé des lits, on les a délocalisés. Sauf qu'aujourd'hui, sur ces 2 cliniques, il y en a une, parce que c'est du marché privé, hein, c'est comme ça, qui n'a plus les épaules pour tenir. Donc c'était Corian, Clinéa, après qui a été racheté, qui aujourd'hui n'arrive même plus à supporter les investissements qu'ils avaient fait en reprenant déjà l'hôpital public de Juvisy. Donc ça c'était, l'établissement avait misé sur 4 millions pour vendre un bâtiment de chez nous, pour se refaire un petit peu d'argent. Sauf que cette clinique, elle ne peut plus, elle ne viendra pas. Et on se retrouve, on n'a plus de lit. Les lits vont peut-être pas se faire. Peut-être même que leur clinique qui est à proximité, possiblement, elle va fermer aussi. On a une autre clinique qui devait s'implanter dans le parc. Là, on parle de Clean Alliance. Tous ces mots se ressemblent. Ce pas les mêmes entreprises de soins privés, qui, pareil, est à but lucratif, qui ne va pas aller au bout, sûrement pas aller au bout de son projet. Et c'est ce qu'on se tue à se dire, la CGT de l'hôpital, et ce qu'on a essayé d'expliquer à tout le monde, aux directions, etc. On ne peut pas compter sur le privé. Parce que ça peut fonctionner aujourd'hui, ça ne fonctionne plus demain. Ils ont des intérêts un jour ici, ils ont de meilleurs intérêts le lendemain là-bas. On n'est pas sur les mêmes lignes. Et puis en plus, ce sont des gens qui ne mentent pas. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils n'ont jamais dit le contraire. Donc nous, ce qu'on se tue à leur dire, on ne peut pas faire de partenariat privé-public. Que du privé se développe. C'est comme ça, ça arrive. Que maintenant on le fasse rentrer dans le public, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes statuts, on ne fait pas du tout la même chose, on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes obligations, les obligations de soins, on ne peut pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est une logique implacable. On n'a pas les mêmes identités. C'est comme ça. Donc, demain, on va peut-être se retrouver avec des cliniques qui ne viendront pas, et nos lits n'existent plus. Alors qu'on est dans un désert, ce sont des déserts médicaux, c'est partout en France. Je dirais dans le sud Essonne, mais au final, c'est partout pareil. Il y a 2 problématiques aussi qui sont installées chez nous. C'est que, pareillement, c'est jamais réfléchi plus largement. Ils ont fermé Juvisy, Orsay, Longjumeau. Vous savez, je pense, j'espère que vous êtes parfaitement au courant de ça. Et ils ont fait l'hôpital de Saclay tout au nord. Ok, c'est super, c'est tout neuf. C'est super, ça reste encore à voir. Et comme c'est monté au nord, là, le sud Essonne,
ils se sont dit, pas de problème, on va agrandir la cartographie de prise en charge. Donc, nous, dans le Sud-Essonne, notre hôpital a vu cette cartographie s'agrandir. C'est simple. Pourquoi on se laisserait la tête? C'est monter au nord, bah forcément, le sud va prendre plus large. Mais on ne peut pas prendre plus de population qui inclut 3 EHPAD supplémentaires avec moins de moyens. On nous a fermé des lits. On n'a plus de lits d'aval. On n'a plus ces soins de suite médicalisés sur le site d'Étampes. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça, c'est bon, ça ressemble un peu à du bricolage, on ne pense pas loin, on ne pense pas large, on fait, voilà, on fait, et surtout on ne pose pas la question du personnel de terrain, parce que non, les chefs de service ne sont pas consultés, non, pas plus que ça, les chefs de poste ne sont pas consultés, et ça se fait comme ça. Et aujourd'hui, nos services d'urgence sont débordés. Alors vous allez me dire, bah oui, mais partout on entend les services d'urgence sont débordés. Certes, il y a un problème de personnel, on n'arrive plus à recruter, c'est vrai aussi. Et pour le moment, on se maintient. Mais ce qui nous a mis dans la difficulté, c'est même pas ça. C'est le fait qu'ils prennent des décisions sans penser, sans réfléchir à 360 degrés. C'est des idées très arrêtées, comme ça. On ne réfléchit pas plus que ça. Bon, on va faire comme ça. Mais non, ça ne fonctionne pas. Donc, les services d'urgence qui sont saturés, parce que comme je vous disais, la population à prendre en charge est plus grande et vieillissante, puisqu'on a 3 EHPAD supplémentaires, on n'a pas assez de personnel, et ils nous ont retiré nos lits qu'on appelle soins de suite médicalisés, ce qui fait que les services de médecine et de chirurgie classique, médecine générale, n'ont plus ces lits d'aval et ne peuvent plus transférer leurs patients dans des lits de soins médicalisés de rééducation. Ça ne va être que des cliniques qui vont traiter et qui vont prendre les clients qui vont être pas trop coûteux et qui vont rapporter. De toutes les personnes qui vont avoir des pathologies lourdes, des pathologies qui s'accompagnent aussi de problèmes sociaux, parce qu'il n'y a pas de retour à domicile, c'est compliqué, etc. Il y a plein de choses à mettre en charge. On va les garder 3 mois, voire 6 mois dans des lits. Ça ne devrait pas arriver comme ça. La chirurgie et le service de médecine, c'est pas fait pour ça. Pas pour garder, c'est pas des lits d'hébergement. Et on n'a pas de solution. Et comme ces lits-là sont pris, forcément, les services des urgences n'ont plus de lits pour faire monter les patients. Et c'est l'effet domino. Et tout est comme ça, c'est parce que c'est pas réfléchi largement. C'est fait par des personnes qui ne connaissent pas l'hôpital, qui ne connaissent pas le fonctionnement, et qui prennent des décisions qui ne sont absolument pas collectives. Et aujourd'hui, tout ce qui s'était donné pour essayer d'offrir des services de soins dans le Sud-Essonne, la seule possibilité que les politiques et que l'établissement s'est donné, c'est le privé. Ils n'ont jamais réfléchi au développement, bien au contraire, de l'hôpital public. Le privé ne tiendra pas ses engagements, et aujourd'hui, pour le Sud-Essonne, c'est une catastrophe. On en est là aujourd'hui. Il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Et forcément, avec des services qui sont saturés, il y a des ratés. Il y a des gens qui passent des heures dans les couloirs, les locaux sont trop petits, ils sont sur des brancards, enfin le truc classique, quoi, le truc qu'on voit partout. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que ce que je vous raconte dans le Sud-Essonne, on peut le raconter partout en France. C'est-à-dire qu'en plus, on réalise que ces bêtises, je dis des bêtises parce que je veux rester poli, ces bêtises sont faites absolument partout. Et à un moment donné, quand est-ce qu'on va apprendre? On peut se tromper, ça peut arriver. Mais là, c'est même plus, il faut arrêter de fermer des lits, il faut ouvrir des lits. Absolument. Aujourd'hui, il faut réouvrir des lits et réouvrir des lits dans l'hôpital public. Oui, la santé, ça coûte cher, mais la population, elle mérite ça. On fait tout ce qu'il faut pour prendre les gens en charge, il faut y mettre l'argent, c'est comme ça, c'est pas là où on va faire des économies, c'est pas vrai. Et c'est sûrement pas en donnant ces marchés-là au privé. Puisque finalement, on ne peut pas compter sur eux. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous. C'est exactement le problème. Donc on a fait circuler une pétition pour l'ouverture de 20 lits pour commencer sur le CHSE. Donc réouvrir 20 lits, ça paraît extraordinaire parce que ça se fait très peu. Mais aujourd'hui, on est convaincus qu'il faut aller par là. Qu'il faut vraiment renverser la vapeur.
et soutenir l'hôpital public vraiment beaucoup plus fortement et être plus incisif là-dessus, parce qu'il y en a assez, ça suffit. On ne peut pas prendre comme ça les services privés qui vont coûter extrêmement cher à la population. Merci Corinne. La pétition elle est disponible au fond de la salle, ainsi que des tracts. Vous pouvez même flasher les QR codes parce que c'est le bonheur. Enfin, n'hésitez pas à faire circuler numériquement ou en papier ce genre d'initiative pour que le soutien soit le plus massif possible. Peut-être Yelena, qui, voilà, on va dire les femmes à l'honneur. Donc, Yelena Sissik, secrétaire départementale de la FSU 91, qui va donc certainement nous expliquer en quoi l'éducation est un sanctuaire intouchable et que l'accès à l'école publique est une obligation pour tous les jeunes. Donc, c'est toujours le cas aujourd'hui, nous n'en doutons pas, à moins que tu nous en dises autre chose. Et puis, l'entretien du bâti scolaire, qui fait partie du bien commun et de nos services publics, une partie complètement intégrante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas l'air non plus d'être quelque chose de fiable? Je te laisse la parole. Merci. Merci Véronique. Effectivement, tu as bien ciblé les deux points que j'allais aborder. Je vais peut-être commencer par la partie éducation qui relève de mon employeur, puisque je suis enseignante. Donc l'éducation nationale, puis après j'aborderai plutôt l'exemple qui est de la responsabilité du conseil départemental, donc une collectivité. Mais il n'empêche que ces deux exemples ont pour point commun de montrer que le privé s'occupe aussi du service public d'éducation. Et je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres, parce que je pense que c'est pas l'enjeu aujourd'hui, mais il n'empêche que les chiffres sont éloquents, parce qu'ils montrent avec précision combien la situation du service public d'éducation est dégradée à tout point de vue. L'Essonne, il faut que vous sachiez qu'elle connaît une évolution spécifique par rapport aux autres départements en France. Elle est l'un des rares départements en France qui connaît une hausse démographique, enfin en tout cas une hausse de sa démographie scolaire. Et ça c'est important parce que ça participe en fait à la compréhension de la situation que je vais exposer. Donc elle connaît cette hausse démographique, surtout dans le second degré et surtout sur les jeunes qui ont l'âge d'entrer au lycée. Et c'est important que vous compreniez l'enjeu aussi, puisque c'est des jeunes qui ont plus de 16 ans, en tout cas c'est à partir de 16 ans, et la question du privé dans le service public d'éducation, elle va se poser plutôt pour ces jeunes-là. Cette hausse démographique, donc elle entre en tension avec le bâti scolaire, qui se trouve saturé évidemment, et elle peine à accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions. Ce bâti, évidemment, il y a un moment où on ne peut pas pousser les murs et c'est compliqué d'accueillir tous les élèves. Cette hausse démographique, elle pèse aussi sur les climats scolaires, puisque plus le public accueilli est nombreux et plus le bâti est saturé, plus le climat se dégrade. Ça, c'est une logique implacable. On l'a connu dans beaucoup de lieux de travail et où on accueille des usagers et où finalement les usagers sont trop nombreux par rapport aux bâtis qui les accueillent. Et évidemment, ce climat se dégrade, surtout si les écoles et les établissements manquent de moyens humains pour encadrer les élèves et pour prévenir la violence. Ça, c'est finalement le constat de départ. Mais ce que je vais préciser là, c'est évidemment que la rentrée scolaire, elle est depuis plusieurs années en Essonne extrêmement chaotique et que ce chaos, il existe. Alors, je ne saurais pas vous gâter, mais je pense que c'est depuis au moins 3 ou 4 années que beaucoup d'élèves se sont retrouvés sans affectation à la rentrée. Des élèves d'âge lycée. C'est-à-dire au moment d'entrer au lycée, d'être inscrits au lycée, nous avons des centaines d'élèves qui se trouvent sans affectation. Pour la raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place dans les établissements, puisqu'il y a hausse démographique sur les lycées. Et alors, pour vous donner quelques chiffres quand même, ça représente dans le second degré environ 119 000 élèves, 119 000 élèves qu'on scolarise en tout sur le second degré en Essonne. Et pour être précis, donc jamais la direction académique, qui est
l'équivalent du représentant de l'État au niveau départemental. Jamais la direction académique ne communique de chiffres exacts, évidemment, concernant ces élèves sans affectation. Et à chaque fois que les organisations syndicales qui siègent dans les instances posent des questions sur les chiffres, pour savoir combien d'élèves sont sans affectation, on obtient une fin de non-recevoir. Et finalement, c'est en novembre, lors d'une instance qui a été présidée par la préfète, qu'on a finalement connu le chiffre. Et donc, pour la rentrée dernière, la rentrée scolaire 2024, il y avait en fait, au mois de juin, au moment où les familles doivent inscrire leurs enfants dans les lycées, il y avait 616 élèves qui n'avaient pas d'affectation. C'est pour vous donner du coup, un chiffre pour que vous puissiez vous représenter, alors qu'on scolarise du coup environ 65 000 élèves d'âge lycée et à peu près voilà, 60 000 aussi en collège. J'ai annoncé tout à l'heure 119 000 en tout sur ce second degré. Donc là, 616 élèves, c'est énorme, qui n'avaient pas d'affectation en juin. Alors ce chiffre, il s'est résorbé petit à petit, parce que évidemment, la direction académique, elle envisage pas mal de solutions pour essayer de réduire ce chiffre. Alors ces centaines d'élèves, c'était des élèves qui demandaient soit une seconde générale et technologique, soit une seconde professionnelle. C'était au moment d'entrer au lycée. Ou alors une première STMG, qui est une première qui est une filière qui appartient à la voie technologique. Je trouve que c'est une filière sous tension. Et donc, voilà les trois filières, les trois voies qui étaient sous tension. Alors, plusieurs solutions sont envisagées par la direction académique pour essayer de réduire peu à peu le nombre d'élèves sans affectation. Alors, déjà, la première solution, c'est qu'on force certaines orientations, c'est-à-dire, en gros, on fait une clé de bras aux élèves en leur disant bah, tu voulais aller là, en fait, finalement tu vas peut-être aller ailleurs. Alors que, évidemment, l'affectation et l'orientation doivent être à la main des familles qui sont les mieux placées quand même pour construire le parcours scolaire de l'élève en concertation avec les équipes pédagogiques, bien sûr. Mais il n'empêche que forcer l'orientation, ça n'est pas une solution. La deuxième solution, c'est on envoie des jeunes dans des lycées très éloignés de leur domicile, et on sait combien ça peut fragiliser les parcours scolaires de nos jeunes. Et la troisième solution, c'est on fait redoubler quand il reste de la place au collège. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller du coup au lycée en seconde, on va faire redoubler en troisième quand il reste de la place en troisième. Et puis il y a une solution qui a été envisagée aussi et qu'on a apprise par hasard, parce qu'on a découvert lors d'un stage syndical qu'il y avait certaines familles qui s'étaient vues proposer des affectations en privé dont l'inscription était financée par l'éducation nationale. Et donc c'est cette solution évidemment que je vais vous présenter, puisqu'on a interrogé l'éducation nationale après sur cette solution. Donc comble du scandale, quand même, la possibilité est maintenant accordée à l'Essonne, grâce à une convention qui est signée donc, entre l'éducation nationale et les établissements privés, convention qui permet de financer l'inscription d'élèves dans des lycées privés. Ça veut dire que, faute de place en nombre suffisant dans le public, ce qui est le cas dans l'Essonne, l'éducation nationale, donc via cette convention, a obtenu 25 places réparties dans 3 lycées privés sous contrat. Allez, je lâche les noms, c'est quand même intéressant. Le lycée Saint-Martin à Palaiseau, le lycée Saint-Léon à Corbeil et le lycée Saint-Pierre à Brunois. Alors, sur les 25 places, il y a 10 élèves, vous me direz c'est pas beaucoup, mais il n'empêche que nous, c'est un signe très alarmant quand même. Il y a quand même 10 élèves essonniens qui bénéficient pour le moment de ces places-là, qui sont financées par l'éducation nationale. Le principe, évidemment, nous, on craint, il pourrait être reconduit encore quelques années, puisqu'on nous a annoncé que cette convention, elle n'était pas valable uniquement pour cette année scolaire-là, qu'elle pourrait être reconduite sur plusieurs années. Et évidemment, compte tenu des difficultés pour affecter tous les élèves dans le département, on peut imaginer qu'ils vont se servir de cette convention pour essayer de trouver des solutions pour réduire chaque année ce nombre d'élèves non affectés. Pour info, l'année prochaine, il y a plus de 700 élèves supplémentaires en lycée par rapport à cette année. Vous imaginez bien, s'il y avait 600 élèves non affectés l'année dernière, là, comme on en prend encore 700 en plus, ça va être compliqué. Donc nous, ça nous inquiète évidemment particulièrement, et quand la FSU a jugé cette situation comme un échec du service public, parce que c'est quand même le cas, la directrice académique a réagi vivement en se réjouissant d'une telle possibilité.
voilà, ça c'est le premier témoignage que je voulais vous apporter sur le secteur de l'éducation. Et le deuxième témoignage, alors donc, il va attaquer plus précisément le conseil départemental, qui est l'employeur d'agents territoriaux qui travaillent dans les établissements, et notamment, là, l'exemple que je vais vous relater, c'est l'exemple des agents territoriaux qui sont en charge de l'entretien des collèges du département, puisque c'est une des prérogatives du conseil départemental de s'occuper de l'entretien des collèges. Alors en mars dernier, il y a eu une instance au conseil départemental pour laquelle M. Béranger, donc je nomme les gens, M. Béranger c'est le vice-président du conseil départemental en charge des collèges, pendant cette instance, il nous a présenté, donc à nous représentants des personnels, donc il y a toutes les organisations syndicales représentatives, mais aussi aux représentants des fédérations de parents d'élèves, donc le projet d'externalisation de l'entretien des collèges qui est amorcé dans l'Essonne depuis plusieurs années. Alors nous, évidemment, c'est un projet qui nous inquiète profondément aussi. C'est une question dont on s'était emparé, la FSU 91, déjà au mois de novembre, mais déjà depuis quelques années, mais au mois de novembre, il y a eu une mobilisation particulière, puisque le collège, les personnels du collège Jean Lursa à Ris-Orangis nous avaient appelés parce qu'ils avaient appris brutalement que leur service d'entretien allait être externalisé et que l'ensemble des agentes en poste sur l'établissement seraient déplacées vers d'autres collèges. Vous imaginez bien que quand un collège donc, est appelé comme ça et qu'on lui annonce l'externalisation de son service d'entretien, évidemment il n'y a aucune concertation et on annonce ça aux agents directement, sans les préparer, sans rien. Donc il y a eu une audience pour combattre ce projet et finalement ça avait mis en lumière cette audience combien les conditions de travail des personnels étaient difficiles, combien il était essentiel de réfléchir à la prise en compte de leurs besoins et à leur maintien sur les collèges. Donc en mars, lors de cette instance où on nous a présenté le projet, et il faut vraiment parler de projet, on a constaté que cette externalisation, elle semblait progressivement se généraliser et apparaissait aux yeux de l'employeur, qui est le conseil départemental, aux yeux de l'employeur de nos collègues agents territoriaux, comme une véritable panacée qui allait les décharger de toute responsabilité concernant l'entretien des collèges, ça c'est la première chose, mais qui allait aussi les décharger de la responsabilité des conditions de travail que cet entretien induit. Et ça c'est le problème. Donc depuis 2019, je vous donne encore des chiffres, pardon, mais il y a 21 collèges sur 101 en Essonne, c'est quand même beaucoup, enfin c'est 20%, 21 collèges sur 101 qui sont désormais concernés par ce processus d'externalisation, qui permet au conseil départemental de déléguer à des entreprises privées l'entretien des établissements dont il a pourtant la charge. Alors, au dire du conseil départemental, ce choix d'externaliser répond à plusieurs difficultés. Alors, première difficulté, c'est la pénibilité du travail qui entraîne de nombreuses absences et de nombreuses préconisations médicales qu'il n'est pas possible de mettre en place sur le terrain. C'est-à-dire, on impose aux agents de faire des gestes répétitifs qui, à un moment, donnent lieu à des maladies professionnelles, évidemment, et qui les empêchent de continuer leur travail sur le terrain, mais au lieu de prendre en charge ces préconisations d'améliorer les conditions de travail, de les penser, ces conditions de travail, pour qu'elles soient correctes, décentes, et qu'elles soient évidemment plus favorables pour les agents, on préfère en fait se débarrasser des collègues pour ne plus avoir à gérer leurs absences. Le remplacement des personnels absents coûte trop cher au conseil départemental, c'est clairement ce qu'on nous a dit. Et comme c'est un conseil départemental qui est déjà en grande difficulté financière, vous n'êtes pas sans l'ignorer, donc du coup, c'est évidemment une forme d'économie pour eux que d'externaliser. Alors, nous, on est un peu embêtés parce qu'en fait, on trouve que ces deux raisons, elles ne sont pas tout à fait honnêtes, dans la mesure où le simple fait que cette externalisation elle soit mise en place au collège Claudine Hermann de Massy, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un collège qui est tout neuf, qui a ouvert ses portes en septembre 2024, qui n'accueillait donc pas du tout d'agents territoriaux jusqu'à maintenant, puisqu'il n'existait pas. Eh bien, l'externalisation est déjà mise en place dans ce nouveau collège. C'est-à-dire que maintenant, les nouveaux collèges qui sont livrés par le conseil départemental, ils sont livrés avec l'externalisation du service d'entretien. Donc c'est bien un projet qui va se construire progressivement pour tous les collèges de l'Essonne, et évidemment, ça montre bien que les justifications qui sont avancées par le conseil départemental ne sont pas complètement vraies. Aucune absence dans ce collège n'est à déplorer puisqu'il est neuf. Donc c'est donc un projet très délétère. Et le conseil départemental, qu'est-ce qu'il fait? Il gère la pénurie. Il joue sur l'épuisement professionnel des collègues qui sont titulaires pour peu à peu les remplacer insidieusement par des entreprises privées
qui le déchargeront complètement de la gestion des ressources humaines et surtout du coût des remplacements. Alors cette politique, nous la trouve scandaleuse parce qu'elle constitue une atteinte grave au service public qu'on dégrade consciemment en ignorant les difficultés rencontrées par les travailleuses et les travailleurs sur le terrain. Et au lieu de prendre soin de ces agents, le conseil départemental préfère les maltraiter pour créer ensuite le besoin de s'en débarrasser. C'est pour nous une logique systémique et c'est important qu'on puisse évidemment faire parler de cette logique-là partout pour qu'on puisse la combattre. C'est ainsi que le conseil départemental il applique une règle qui est honteuse, qui est scandaleuse, en fait, que par exemple, actuellement, on ne peut envoyer un remplaçant que quand il y a 2 absents. Donc de toute façon, à chaque fois, on va épuiser les collègues sur le terrain. Le sous-effectif devient donc endémique et les agents encore en capacité physique de travailler sont sans cesse sous pression et obligés de compenser les non-remplacements. Alors cette logique, elle est implacable et elle est d'autant plus scandaleuse au regard de la moyenne d'âge de plus en plus élevée et de la féminisation de la profession. Alors ces 2 exemples, et j'ai fini, promis, j'ai pas chronométré, promis, j'ai fini. Ces 2 exemples, ils sont évidemment scandaleux parce qu'ils s'attaquent aux plus fragiles, que ce soit les usagers ou les agents du service public. Pour nous, c'est scandaleux parce que les élèves qui n'ont pas d'affectation, ce sont évidemment les élèves les plus fragiles. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais ils sont placés dans une application à partir des résultats scolaires et chacun obtient son affectation en fonction du rang qu'il a dans l'application où il est placé. Donc il y a bien, ça porte atteinte évidemment au service public au sens où en fait on construit un modèle un peu élitiste. Et il y a cette autre problématique, et là je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur la première table ronde, mais sur la question des droits des étrangers, c'est aussi, ça touche aussi le service public d'éducation, puisqu'en fait, parmi les jeunes qui n'ont pas d'affectation, il y a beaucoup de jeunes étrangers qui sont arrivés en France tardivement, et c'est aussi eux qui n'ont pas d'affectation dans les lycées de l'Essonne. Et donc ça, c'est pour vous dire que ça attaque les plus fragiles, cette politique-là. C'est important qu'on le sache et qu'on combatte cette politique. Et pour l'exemple qui évidemment est lié à nos agents territoriaux qui travaillent dans les collèges de l'Essonne, ça attaque aussi des gens qui sont physiquement fragilisés par l'employeur. Donc, ce qu'on peut conclure, et c'est ça qu'il faut combattre, et on vous invite à nous rejoindre dans une mobilisation qui aura lieu le 5 juin, je pense que c'est très très important qu'on combatte tout ça dans le service public d'éducation. C'est d'abord parce que le service public, on le détruit, qu'après on crée le besoin d'externaliser et d'avoir recours au privé. Merci. Merci Elena. J'avais même pas encore dit qu'il fallait que tu raccourcisses. Merci. Je t'ai regardé avec insistance. Alors peut-être dans la suite, Patrick Boumier, astrophysicien qui écoute les étoiles, c'est comme ça qu'il faut que je te présente. Quand tu as le temps, directeur de recherche au CNRS et secrétaire général du SNTRS-CGT. Ça, tu vas peut-être nous rassurer parce qu'avec les moyens alloués qui arrivent avec les chercheurs américains, on va sauver la recherche publique et donc certainement dispenser un enseignement supérieur ambitieux et d'excellence. Je pense que tu es porteur de bonnes nouvelles. Merci, Véronique. C'est très d'humour. Essayer de vous donner quelques traits liés à la privatisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est clair que ça fait longtemps que tout ce qui n'est pas purement enseignement, purement recherche scientifique, ça fait longtemps que les services sont privatisés, externalisés. Je pense là à la restauration sociale, à l'entretien des espaces verts, au bâti, etc. Et là, on est rentré dans une phase où on s'attaque plus au cœur des métiers, aux formations, au contenu des formations universitaires elles-mêmes, à la recherche scientifique aussi dans les projets de recherche, dans les objectifs de recherche scientifique. Donc je vais essayer de vous donner quelques traits. Les attaques prennent des formes plus ou moins directes. On assiste à des privatisations, des sous-traitances plus ou moins directes, et puis des attaques plus sournoises. Voilà. Donc déjà, il y a la privatisation la plus directe, c'est par exemple tout ce qui a trait à l'informatique, les services informatiques, ce qui est quand même de nos jours essentiel. On ne peut pas se passer de l'informatique. Et j'y reviendrai plus tard pour préciser, parce que je finirai là-dessus, tellement cela peut avoir des conséquences extraordinaires. Je commencerai par des attaques directes, par exemple, sur les formations universitaires.
dans la continuité là, de la privatisation de l'enseignement, les formations privées sont de plus en plus nombreuses sur le terrain, on va dire, et ça a pris une accélération avec la mise en place des plateformes informatiques alors que le ministère appelle des plateformes d'orientation pour nous aider à orienter les jeunes dans ce qu'ils souhaitent, dans ce qu'ils souhaitent faire. Et en fait, ce sont des plateformes très sélectives. Vous avez entendu parler de Parcoursup, mon Mastersup, il y a d'autres outils comme ça. Et là, très récemment, il y a le ministère a réfléchi et a envie de traiter ce problème de façon plus cadrée que laisser les privés s'immiscer n'importe où, et puis on voit des affiches dans le métro, on voit des affiches de partout, telle formation, c'est l'assurance d'un avenir pour vos enfants, etc. Et là, récemment, le ministère prend des décisions et il se légitime, comme d'habitude, dans l'exposé des motifs, il légitime en disant ça traduit une réponse à des besoins réels exprimés par les familles, les étudiants et les territoires. Voilà. Si le ministère privatise les formations, eh bien c'est parce que ça répond à des besoins des familles. Et ça, le ministre nous l'avait dit en délégation syndicale, clairement, maintenant c'est écrit. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par la création d'un nouveau label sous forme d'agrément. Donc, sous prétexte de ne pas laisser le bazar dans les formations privées, il y a maintenant un agrément, enfin ça va être mis en place, un agrément pour certaines formations privées qui deviendront maintenant alors des établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Mais voilà, l'intérêt général, quand on veut faire passer une pilule, on dit c'est de l'intérêt général, et puis basta. C'est ce qui se passe depuis longtemps dans certaines écoles sous contrat. Bah oui, il faut une mission de service public. Hein, et puis on finance, on leur fait des milliards tous les ans, sans évaluation, hein, contrairement au service public. Et donc, sur la plateforme Parcoursup, eh bien, disposer d'un agrément permettra d'accoler à son logo la bannière établissement agréé par le ministère. Donc là, paf, on labellise. Bon, moi, je suis chercheur, je ne suis pas enseignant-chercheur, mais on est vraiment très lié entre ce qui se passe à l'université et ce qui se passe dans les organismes nationaux de recherche. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'en faire état. Et puis, on le voit aussi concrètement dans les universités, ça va apparaître au niveau de la gouvernance. On appelle gouvernance tout ce qui est décisionnaire à l'université, avec les contrats d'objectifs, de moyens et de performance, les COP. Ils ont rajouté le mot performance il y a un an et quelques, c'est des contrats de 3 ans, je crois. Et pour l'instant, ça concernait, disons, la performance elle-même ne concernait que 0,8% de la charge de subvention de service public, de subvention pour charge de service public, plus précisément. Et là, l'ambition, c'est de passer à 100%. C'est-à-dire là, on va faire un contrat entre l'État, le ministère et puis les établissements universitaires et les organismes nationaux de recherche qui concerneraient quasiment 100%, c'est-à-dire y compris les salaires. Et dans ces comptes à 100%, il est noté que c'est l'adéquation. C'est la coercition par adéquation. L'adéquation de quoi? Eh bien, l'adéquation permanente entre formation et besoins économiques. Besoins économiques du territoire. Et ça se traduirait par l'entrée encore plus large du privé ou d'instances, disons, du territoire dans les gouvernances universitaires. Je n'aime pas trop ce mot gouvernance, mais c'est plus facile à dire, on va dire que les conseils d'administration, les CAC, etc. Et donc, les acteurs locaux seront pleinement associés aux décisions stratégiques concernant l'offre de formation des universités. Donc là, quand on parle de stratégie, évidemment, ce n'est pas la stratégie des enseignants-chercheurs ou des chercheurs-chercheuses, c'est des stratégies donc, politiques de site. Politique de site. Donc territorialisation. Tout ce qui est national, de toute façon, c'est dans le collimateur. Ça, c'est clair. Au niveau de la recherche scientifique plus proprement, disons, il y a le crédit impôt recherche dont vous avez sans doute entendu parler. Je dis sans doute parce que ça fait plusieurs fois à la radio que j'entends justement les niches fiscales. Et dans les niches fiscales qui sont dans le collimateur, et on comprend, ça veut dire c'est normal d'aller chercher un petit peu ce qui se passe dans les niches fiscales, eh bien la plus importante c'est le crédit d'impôt recherche. 7,7 milliards d'euros par an. Sous Sarkozy, ça a pris un facteur 5 ou 6. Puis Hollande a laissé faire pour amplifier, etc. Et c'est arrivé, donc c'est du crédit d'impôt. Ça veut dire, quand on le réclame, quand on dit on veut le pognon,
dans les organismes nationaux de recherche et les universités publiques, on nous dit mais c'est pas nous, ce sont les crédits d'impôt, donc c'est Bercy qui, en gros, qui décide de ne pas encaisser le pognon de ces boîtes privées. Alors j'entends bien qu'il y a des mécanismes d'incitation pour aider des petites entreprises, des petites boîtes à bosser, à faire un peu de recherche, je veux bien qu'on participe. C'est ça, il y a des crédits qu'on appelait incitatifs avant, avec de l'évaluation, des partenariats, etc., et une évaluation. Mais là, c'est la tirelire. Des boîtes comme Sanofi qui touchent plus de 125, 150 millions d'euros par an, sans aucune contrepartie de recherche et développement, puisque, on l'a vu au moment du Covid, ils étaient incapables de produire un vaccin, ils n'avaient même pas fait de recherche. Ils ferment des plateformes de recherche et développement, ils n'embauchent pas de doctorants ni de doctorantes, enfin c'est la porte ouverte à le crédit pour recherche, c'est vraiment un scandale extraordinaire. Après, il y a des mécanismes plus sournois qui s'apparentent plus à de l'asservissement du service public aux besoins de boîtes privées, aux besoins de la vie économique. Hein. Et parce qu'effectivement, comme dans le cas de l'hôpital, de toute façon, le privé ne va pas investir beaucoup parce qu'il y a trop de risques. Et puis il ne rapporte rien. Maintenant, ils veulent des rendements de chiffres dans le privé. Donc voilà, et c'est pas l'hôpital, et ça n'est pas l'enseignement supérieur, c'est pas l'éducation nationale, c'est pas le service public qui vont leur apporter ces rendements. Mais comme ça pourrait, au niveau de l'innovation, comme on dit, ça pourrait avoir des retombées économiques, eh bien si le privé pouvait faire bosser le secteur public, donc enseignement supérieur et recherche pour eux, pour en tirer les larmes du feu, eh bien pourquoi pas. Donc c'est par exemple l'amplification des appels à projets. Maintenant, quand on bosse, quand on veut faire de la recherche scientifique, on nous dit il faut répondre à un appel à projet. On va dire que dans les grands instruments de physique fondamentale, dans les grands instruments, enfin dans le spatial, ça fait longtemps qu'on répond à des appels à projets, même internationaux, tellement ce sont des gros projets. Mais tout le monde y trouvait son compte à un moment donné, tout le monde y trouve son compte. Et il y a une grande collaboration, c'est très collégial. Mais là, quand je parle d'appel à projet, c'est de toute façon, si vous voulez mener votre petite équipe de recherche, il faut répondre à un appel à projet. L'Agence nationale de la recherche, par exemple, qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, l'ERC, au Conseil européen. Maintenant, si on n'a pas un ERC dans sa vie, on est un raté, quoi. Il y en a, c'est des collègues, c'est des ERC. Moi, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais demandé. Mais j'ai travaillé avec l'Agence spatiale européenne, parce que pour faire de l'astrophysique dans le spatial, on bosse, c'était de façon collégiale. C'était nous qui décidions des sujets de recherche. Et on discutait des objectifs de recherche. Là, les appels à projets, c'est tout et n'importe quoi. Et ça va tellement loin qu'il y a même des boîtes privées qui présentent leurs services pour nous aider à répondre aux appels à projets, tellement c'est compliqué parfois. Et pour nous aider à bien rédiger, pour essayer de faire passer le truc. Il y a un truc qui s'appelle... j'ai déjà oublié le nom, c'était en gros c'était une boîte privée qui nous vendait. Ils nous vendaient ces services-là sur Saclay, Open for Research. C'est toujours mieux en anglais, Standard for Science, bon, on peut comprendre, on peut rassembler large, mais Choose Science, c'est pas joli, c'est Choose Saclay, Submit Saclay, c'est tout. Quand on parle anglais, on est mieux. Mais là, c'est Open for Research, et j'ai des gens qui, mais bon, enfin, c'est quand même. Il faudrait qu'on paye des boîtes privées pour nous aider à répondre à des appels à projets scientifiques. C'est vraiment hallucinant. Et la présidence de l'université, toute fière de nous transmettre ça, regardez, il y en a qui vont vous aider, blablabla. Bref, revenons dans l'université, la gouvernance, l'asservissement, c'est donc un petit peu le préalable de ce que je disais tout à l'heure sur les formations, faire rentrer des personnalités extérieures au service public dans les conseils. Jusque-là, on va dire, dans les établissements publics universitaires, il y en avait, on peut aller jusqu'à 66%. Bon, là, dans la salle, il y a des enseignants-chercheurs qui pourront me corriger si je dis une bêtise. Mais en tout cas, avec la transformation des établissements publics d'enseignement universitaire en établissement expérimental dans un premier temps, tendant vers un grand établissement dérogatoire au code de la recherche et de l'éducation, eh bien, cette proportion de personnalités extérieures ou de nommés dans les conseils est passée, enfin, je vais renverser le truc. Cette proportion a augmenté de telle sorte que la proportion d'élus est passée de 66% à 50% maximum, en gros. Donc là, c'est donner la porte ouverte à
à l'orientation des sujets de recherche, à l'orientation des diplômes et même des formations professionnalisantes ou pas, des formations générales, etc. C'est donner la main au privé pour dire là, il n'y a pas assez d'étudiants, là, il n'y a pas assez de débouchés. Il y a même des indicateurs, et dans le COMP dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des indicateurs une fois qu'on a le diplôme, d'embauche, d'insertion, voilà. Et je crois que la plateforme s'appelle Insersup, un truc comme ça. Et si telle filière, elle n'a pas amené à l'insertion de tous ces étudiants et étudiants au bout de tant d'années, ben, à la rigueur, mince, elle est ratée, quoi. Et donc, il faut la supprimer. On peut aller très très loin comme ça. Donc maintenant, je vais, ça sont quelques éléments pour vous montrer que parfois, comment ça peut être sournois. Je vais revenir sur le cas de l'informatique. En soi, bon, c'est comme si on n'était pas capable dans nos établissements universitaires ou de recherche de faire l'informatique, de développer nous-mêmes selon nos besoins. Eh bien non, il faut sous-traiter. Et donc, non seulement ça pose le problème déjà du suivi, du cahier des charges, de l'utilisation des outils informatiques. Et on l'a vu au CNRS il y a peut-être 2 ans, enfin quelques, avec un nouvel outil pour partir en mission. Partir en mission scientifique, enfin, partir en mission sur le terrain ou dans les colloques, on ne peut pas dire que ce soit une grande innovation pour nous. Enfin, les enseignants-chercheurs, les chercheuses partent en mission depuis qu'ils existent, qu'elles existent, ça fait des décennies. Pardon. Et bien là, non, il a fallu qu'on mette en place une série de logiciels sous-traités à des boîtes privées, et le résultat était catastrophique. On ne pouvait plus partir en mission comme ça, c'était toujours un problème. Mais c'était tellement ridicule que les services administratifs qui nous aident à rembourser les missions, à les mettre en place, réserver l'hôtel, réserver le train, l'avion, le vélo, je ne sais pas quoi, mais ils n'en pouvaient plus, il y avait des burn-out de partout. Ce n'était plus possible de partir en mission de façon normale. Donc c'était vraiment caricatural. Au CNRS, je donnerai l'exemple du CNRS qui me concerne. Le CNRS a mis au point, on a sous-traité à une boîte informatique, la gestion des données personnelles, des données qui concernent notre carrière. Les relations avec les ressources humaines passent par une boîte privée. C'est quand même fort. Et bien cette boîte privée, alors elle avait été rachetée par un consortium américain. Enfin, c'était une fusion de... Alors je vous donne le nom parce que c'était quand même Ultimate Chronos Group, UKG. Elle avait été rachetée par cette boîte américaine. Donc déjà, je dis ça, c'était il y a quelques années, pas plus. Et là, il y a quelques mois, le système UKG vient d'être migré vers une plateforme Google Group, Google Public, un truc de fou. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement, on a peur pour nos données personnelles, nos données de carrière, et nos données, quand je dis nos données personnelles, ça peut être des reconnaissances RQTH, ça peut être des maladies professionnelles ou des maladies de long cours, ça peut être tout n'importe quoi qu'on nous a incité à mettre dans un coffre-fort. Si ce coffre-fort est au moins des boîtes privées, on peut avoir peur. Mais pire, et peut-être plus grave encore pour la recherche scientifique, c'est la sous-traitance de la réalisation des bases de données. Où est-ce qu'on met nos résultats scientifiques, nos données scientifiques? Bon, on peut dire, c'est des calculs, des résultats de calcul, je les ai sur mon PC, sur mon ordinateur, sur mon cahier, etc. Mais les bases de données sont souvent énormes. Il y a des données, il y a beaucoup des millions, des milliards de données, il y a des analyses, des intercomparaisons, enfin bon, il y a plein de choses. Il y a ces boîtes-là, enfin, en général, ces bases de données sont sous-traitées aussi. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, quand il y a des bases de données qui sont carrément supprimées, ce n'est pas uniquement l'accès à nos données qui sont en danger, c'est l'existence même de ces résultats scientifiques. Là, je crois qu'au niveau des vaccins, au niveau des molécules, au niveau des médicaments aux États-Unis, il y en a qui ont été complètement supprimés. Donc c'est hyper grave. Bon, évidemment, si on perd des données sur les planètes, on va dire que c'est pas grave pour l'humanité, mais c'est quand même un patrimoine, là, la connaissance, la recherche fondamentale. Donc là, on va dire, c'est pas privé, enfin, quand c'est le gouvernement qui décide, privatisation ou gouvernement totalitaire, ça revient au même. Je pense qu'il faut que les scientifiques gardent la main sur leurs données scientifiques. Comme la sécurité sociale, il faut la garder au sein des travailleurs et des travailleuses, pas à l'État, pas aux boîtes privées, il faut que les données scientifiques soient aux mains des scientifiques et des citoyens. Et ce sera une
Anne, puisqu'on était sur les bases de données et la R&D, peut-être, Anne Desbréjas, porte-parole du syndicat Sud Énergie, spécialiste du marché de l'électricité. Et donc, je crois que tu vas nous rappeler un petit peu quand et pourquoi on a privatisé ce secteur de l'électricité, quelles conséquences cela a pu avoir, et puis est-ce qu'il y a des solutions à proposer. Je te laisse la parole. Merci. Merci. Bon, je pense que l'électricité, c'est vraiment un exemple caricatural de ce que donne le pillage, le saccage par le privé d'un service public qui fonctionnait et qui est extrêmement important dans l'électricité. On voit ce qui se passe quand il y a une panne majeure. On a eu récemment en Espagne, dans le sud en ce moment. Mais ça va devenir en plus de plus en plus important parce que si on veut se passer de pétrole, de gaz, la biomasse, donc les forêts ne vont pas très bien, on ne va pas non plus faire beaucoup d'énergie avec, il va rester en gros l'électricité. Donc c'est un pilier de la transition énergétique. Mais on a voulu, au nom de la concurrence, le privatiser, alors que c'est un monopole naturel en fait. C'est absolument pas adapté à la concurrence. L'électricité, on peut mettre en concurrence les centrales, la construction des centrales. Mais une fois que les centrales sont là, elles produisent de l'électricité qui va dans le réseau électrique qui est complètement interconnecté à l'échelle européenne, et tout le monde a accès à la même électricité. On ne peut pas choisir son électricité, on ne peut pas dire moi je veux l'électricité qui vient de tel producteur ou de tel autre. C'est comme un réseau d'eau. Et si on avait un réseau d'eau et qu'on dit il va y avoir la concurrence entre plusieurs fournisseurs pour un même réseau, on trouverait ça absurde, et c'est exactement ce qui se passe sur l'électricité. En plus, l'électricité, c'est un système vraiment coopératif par nature, puisqu'il faut maintenir un équilibre parfait à chaque instant entre toute la production et toute la consommation, sinon on va en quelques secondes au blackout. Et donc on voit bien que si les centrales commencent à se faire concurrence entre elles et qu'il y a des acteurs différents qui essayent de tirer de l'argent, de tirer du profit de ça, on ne va pas arriver à maintenir un équilibre pour le bien de tous. Et quand il y a un producteur qui fait défaut ou une ligne qui fait défaut, c'est pas ces consommateurs, ces clients en particulier qui vont en pâtir, c'est tout le monde. Et donc il faut gérer cette coopération. En plus de ça, bon, évidemment c'est un bien de première nécessité, donc en général ça ne se prête pas très bien à la concurrence. Et en plus, c'est un secteur qu'on appelle très capitalistique, c'est-à-dire que l'essentiel des coûts de l'électricité, ce sont des investissements à très long terme. Et donc, le paramètre majeur qui fait que ça va être cher ou pas, c'est à combien on rémunère celui qui a investi. Quand je dis que c'est un paramètre majeur, il y a plein d'études maintenant qui ont été publiées, notamment par le gestionnaire de réseau RTE, qui disent par exemple que si on finance le système électrique à 1%, c'est-à-dire que si le prêteur demande 1% de rentabilité, ça va coûter à peu près 2 fois moins cher que si on le finance à 7%. Or, un État qui financerait avec un tarif public qui garantirait le remboursement de ses investissements, il peut se financer, peut-être pas à 1 aujourd'hui, ça dépend des taux, mais enfin très très bas, quoi. Alors que des privés qui vont prendre des risques en plus, qui vont être rémunérés sur la base d'un prix qu'on n'arrive pas bien à prévoir, ils demandent du 8%, 10% régulièrement. Donc voilà les enjeux dans lesquels on est. Donc on peut se dire, mais comment on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en concurrence cette électricité qui est la même pour tous. Bon, bah, c'est évidemment extrêmement dogmatique, hein, c'est un peu la suite du programme Thatcher-Reagan des années 80 qui s'est répercuté dans la politique européenne, et on a eu des directives européennes qui ont imposé la privatisation de la production et de la fourniture de l'électricité à la fin des années 90, en 1996, en même temps que la même chose pour le rail, pour le gaz, pour les télécoms. Voilà. Donc, comment ça s'est passé? Alors, ils ont quand même admis que le réseau, on n'allait quand même pas construire 2 fois des lignes pour les mettre en concurrence. Donc, le réseau est resté public, et donc ça continue à relativement bien se passer, le réseau. Par contre, la production, on l'a mis soi-disant en concurrence, en fait, c'est très comparable à ce qu'il y a dans les autoroutes, c'est-à-dire c'est plutôt une délégation de service public, puisque donc chaque producteur est essentiel. Donc en fait, quand les prix ne rémunèrent pas le producteur, bah, l'État intervient pour sauver les producteurs, et par contre, quand les prix flambent, alors là, c'est des super profits. Quand je dis des super profits, la Cour des comptes a dit qu'en 2022-2023, donc sur 2 ans, la collectivité, c'est-à-dire les contribuables et les consommateurs, ont payé 37 milliards de plus que ce que ça coûtait. Je
je pense qu'elle est en dessous de la vérité. Donc 37 milliards, c'est à peu près voilà, la moitié presque du budget de l'éducation nationale qui est le premier budget. Voilà de quoi on parle. Et puis en plus de ça, donc, comme ils ont quand même du mal. Alors aujourd'hui, la production, c'est encore beaucoup EDF. Hein. Plus de 80% c'est EDF, même si le privé s'implante de plus en plus, notamment dans les énergies renouvelables. Mais même EDF a changé. EDF n'a plus un objectif de service public en numéro 1. EDF fait la moitié de son chiffre d'affaires à l'international dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le secteur public. Enfin, en gros, il va un peu piller le service public de l'électricité des autres pays. Il essaie de pousser ses clients à sortir du tarif réglementé pour aller vers les tarifs, les offres de marché. Il essaye de vendre son nucléaire à prix de marché plutôt qu'à prix réglé. Enfin voilà, ce n'est plus une entreprise de service public. Alors évidemment, les questions de sous-traitance, bon, nous on est en plein dedans aussi. Tout est sous-traité un maximum, on filialise pour essayer de sortir le plus possible les agents, les salariés du statut encore protecteur des industries électriques et gazières. Donc on a ça, et puis par ailleurs, on a créé une activité qui n'existait pas avant, hein, pour dire, regardez combien il y a de la concurrence, c'est ce qu'on appelle la fourniture. Donc on a des fournisseurs qui, alors certains nous disent c'est des détaillants, c'est comme n'importe où, qui achètent l'électricité pour la revendre, sauf qu'à la différence de tous les autres secteurs, elle ne peut pas, évidemment, les fournisseurs ne choisissent pas leur électricité, parce que c'est la même pour tout le monde, ils ne peuvent pas la transporter, c'est fait automatiquement par un réseau, il ne faut surtout pas qu'ils touchent à l'électricité, on leur déconseille. Ils ne peuvent pas la stocker, enfin voilà, c'est des financiers, des commerciaux. Et c'est tout ce qu'ils font. Et donc comme maintenant on a plein de producteurs et consommateurs, il a fallu mettre en place, pour qu'ils puissent s'échanger l'électricité, un marché à l'échelle européenne. Et ce marché a un prix qui doit inciter, ce qui est très difficile, les producteurs à produire exactement la bonne quantité pour maintenir cet équilibre. Et donc ce prix, c'est le prix, ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire combien ça coûte de produire une unité supplémentaire d'électricité. Donc, qui peut produire cette unité supplémentaire? Pas les centrales les moins chères qui fonctionnent déjà à plein, c'est la centrale la plus chère. Et combien ça lui coûte cette centrale la plus chère, qui est en général une centrale à gaz? Ça lui coûte le coût du gaz. Donc on se retrouve avec une électricité qui est pratiquement pas produite à partir de gaz, dont le prix est largement indexé sur le prix du gaz, qui est très volatile, incontrôlable, dépendant des cours mondiaux, et qui n'a à peu près rien à voir avec le coût de production de l'électricité, qui encore une fois, c'est essentiellement des investissements. Donc voilà, on a un système complètement absurde, qui en plus de ça est très injuste, donc c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus compliqué, plus personne ne comprend rien, il y a des parce que alors, je vous parle des fournisseurs, mais il y a aussi les courtiers pour aider à choisir les fournisseurs, il y a tout un tas d'avocats, de juristes pour faire des contrats, pour essayer de négocier des contrats, il y a des opérateurs de bourse, il y a un écosystème financier absolument énorme sur un système déjà très compliqué physiquement à la base et essentiel, qui évidemment prennent leur marge. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à des coûts gigantesques. Donc le résultat de ce... Et puis donc, on a des consommateurs qui avant s'appelaient des usagers, qui avant avaient le même tarif pour tout le monde. Enfin, ils pouvaient juste choisir entre des tarifs en pleine creuse, des tarifs de base, etc. Mais c'était équitable, ce qui normalement est encore reconnu dans le code de l'énergie comme une obligation, c'est-à-dire que c'est comme ça reconnu comme un service public, l'électricité, on va y avoir un accès équitable à l'électricité. Bah, aujourd'hui, c'est des négociations avec son fournisseur, celui qui négocie mieux, qui a plus de chance, peut payer moins cher que son voisin. Donc le résultat, c'est qu'en fait, ce marché qui a été mis en place, bon, maintenant il y a 25 ans, on a 25 ans de recul, il y a eu des crises à répétition depuis le début, parce que soit les prix étaient plus bas que les coûts et on n'arrivait pas à rembourser les investissements, soit les prix s'envolaient au gré des cours mondiaux du gaz, et dans ce cas-là, on se retrouve avec des consommateurs qui ont des factures aberrantes. Alors, il y a eu une crise spectaculaire qui a démarré en 2021 avec la reprise post-Covid qui a fait flamber les cours du gaz. C'est rajouté à ça la guerre en Ukraine, alors les prix sont complètement décollés, et en plus on a eu un problème sur le parc nucléaire qui fait qu'il a fallu qu'on ait plus recours au gaz. Bon bref, les prix, il y en a plein qui ont vu leur facture multipliée par 10, et 3 ou 4 c'était régulier. Alors, celui qui n'avait pas de chance de négocier le jour où les prix, parce que les prix bougent tous les jours, quoi. Même quand on achète pour l'année prochaine un ruban. Donc c'est vraiment hyper spéculatif. Et donc, ceux qui avaient la malchance de voir arriver la fin de leur contrat, donc la renégociation au moment où les prix étaient très, très hauts, c'était la catastrophe. On
On a eu, vous avez vu sûrement dans les médias, le problème de tout un tas de boulangers qui disaient nous, on va fermer nos portes, c'est pas possible de payer des factures. On a eu des maraîchers, enfin, à chaque fois c'était quelque chose de nouveau. Ça allait de la toute petite boîte aux très grandes entreprises. Il y en a qui ont délocalisé leur industrie parce qu'ils disent si on a un prix qui est beaucoup plus cher de l'électricité que dans notre pays, mais on va aller dans d'autres pays. On va aller dans d'autres continents, on paye une électricité plus chère à produire, mais pour un système un peu moins dérégulé. Les communes, vous avez vu aussi que des communes qui se retrouvent avec des factures complètement invraisemblables, donc elles sont obligées de chauffer pratiquement tous elles ont été obligées de chauffer pratiquement toutes les écoles, d'arrêter le financement des associations, de stopper complètement l'investissement dans la rénovation des bâtiments pour la transition énergétique. Et globalement, évidemment, ça a aussi engendré de l'inflation, évidemment, puisque ça a eu les entreprises qui pouvaient reporter ça sur leur prix de vente. Pour les personnes, pour les ménages, il y avait encore un tarif réglementé de vente qui était un peu régulé par l'État, qui a augmenté, mais beaucoup moins vite. Mais il y en a qui ont été démarchés par des fournisseurs qui se sont retrouvés avec des factures de régularisation de plusieurs milliers d'euros, pour certains qui n'ont toujours pas fini de payer, et le tarif réglementé de vente qu'on a encore aujourd'hui, il est question qu'il disparaisse parce que c'est pas compatible avec les règles de la concurrence. Donc on est vraiment dans un système absurde. Donc on pourrait se dire, et puis toutes les associations de consommateurs disent, nous on veut revenir à un tarif simple, stable, prévisible, on a besoin de prévisibilité, c'est-à-dire à un tarif réglementé. Pourtant, malgré ça, alors on a eu une grande réforme européenne du marché de l'électricité, qui a une fois de plus à proposer des rustines, c'est-à-dire ce qu'on fait depuis 20 ans. Soi-disant, on va pouvoir réparer le marché. Je pense que si on pouvait le réparer depuis le temps, ça se saurait. Je pense que c'est encore pire qu'avant, parce qu'on a des tarifs réglementés de vente qui peuvent disparaître. Et puis on commence à développer des contrats entre certains producteurs et certains groupes de consommateurs. C'est-à-dire que certains groupes de consommateurs vont avoir la priorité sur telle centrale amortie qui coûte beaucoup moins cher que telle autre. Et puis tant pis pour les autres. Ben voilà, on n'est pas du tout dans ce qu'il faut. Nous, ça fait longtemps qu'on nous dit, mais il y a une solution simple. On revient à un système public qu'on a décrit extrêmement précisément. Alors, on vient de sortir un livre avec Attaque qui explique ce dysfonctionnement du marché, qui explique l'importance du secteur électrique et qui détaille le service public vers lequel on voudrait aller, qui n'est pas un service public, qui n'impose pas des productions centralisées. On l'a écrit avec notre section de Enercop, donc, qui est plutôt pour la production très décentralisée, mais qui explique comment on peut, quels que soient les choix nucléaires ou pas, centralisés ou pas, revenir à un système public équitable, juste, bien plus efficace que ce qu'on a, bien moins coûteux. Mais en fait, la technique de ceux qu'on a en face, et de tous ceux qui profitent du marché finalement, c'est de refuser d'en parler, c'est l'omerta, ou alors de raconter carrément des mensonges, du genre, si on sort du marché, on va se déconnecter de nos voisins européens, on va être dans le noir. Alors que nous, ce qu'on propose, ça ne change absolument rien à la mode d'échange avec les voisins. Donc voilà, alors, un autre jeu aussi, c'est de dire, mais bon, c'est très compliqué, on n'y comprend rien, personne ne comprend rien. C'est vrai qu'il y a un gros jeu d'embrouille là-dedans. Je pense qu'il y a quand même des choses simples auxquelles on peut répondre. Est-ce qu'on veut que l'électricité soit gérée pour l'intérêt général et que tout le monde paye la même chose, ou est-ce qu'on veut une concurrence où chacun négocie avec son fournisseur et où c'est complètement injuste? Est-ce qu'on veut que la production, les grands moyens de production en tout cas, soit propriété publique et donc coûte beaucoup moins cher à cause du coût du financement? Ou est-ce qu'on veut financer, parce que quand je dis que ça a coûté 37 milliards en trop, ça veut dire qu'en gros, on a payé 2 fois le coût de l'électricité. Donc est-ce qu'on veut payer un coût pour la production et puis un coût pour les investisseurs privés? Bon, voilà, je pense que la réponse est claire. On nous dit oui, mais on peut pas, parce qu'on a besoin d'investissement privé, parce que l'État ne peut plus investir, l'État est endetté, etc. Sauf qu'en fait, à moins de renoncer à l'électricité, puisqu'il faut investir pour construire des centrales et du réseau, on va être endetté auprès de quelqu'un. Donc la question, c'est est-ce qu'on préfère que la collectivité soit endettée auprès de l'État ou auprès du privé de fois moins cher? Et je pense qu'il faut dire à un moment que ces règles de on ne peut pas s'endetter alors qu'on sait que finalement ça va nous coûter beaucoup moins cher si on s'endette plus, puisqu'on est sûr de revenir, d'avoir un retour sur investissement, il faut absolument en sortir. Il commence à y avoir eu des débats en disant les investissements pour la transition énergétique doivent sortir de ces règles. Bon, il faut vraiment en sortir parce que tant qu'on sera là-dedans, alors évidemment, en plus de ça, il y a un lobbying absolument dément de plein de gens qui vivent de ce marché. Nous, on est un peu seuls à défendre la sortie du marché et de la concurrence. Bon, tant qu'on ne s'attaque pas à cette question de dette, du fait que soi-disant
disant on n'aurait plus d'investissement public, sachant qu'à la fin c'est toujours l'État qui paye, la collectivité qui paye, et donc on ne s'en sortira pas, sachant que bon, on est dans le secteur de l'énergie, que je rappelle que, vous savez tous, on est dans une crise climatique et environnementale majeure, on a des dizaines, des centaines de milliards d'investissements à faire tout de suite, chaque année perdue est une catastrophe climatique. Tout le monde, y compris, enfin tout le monde, beaucoup, y compris les plus compatibles avec la social-démocratie comme Pisani-Ferry, enfin, des économistes qui sont mainstream, reconnaissent qu'on n'y arrivera pas sans investissement public. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir mettre vraiment un coup de pied dans la fourmilière, se saisir de la question. Je vous invite donc à regarder tout ce qu'on écrit, notamment ce petit livre, et puis faire savoir qu'on n'a pas besoin d'investissement privé dans ce secteur. Alors Pascal Grandjat, pour terminer, dans la suite logique après l'électricité, l'eau potable, donc coordination, une association coordination eau Île-de-France, peut-être nous dire que le privé ne s'occupe quand même pas de notre eau potable, comment cela serait possible. Peut-être tu peux nous résumer la façon dont multinationales instrumentalisent les services publics des collectivités avec notre histoire d'eau. Merci Pascal. Je suis mal barré puisque le temps des intervenants est terminé, donc je passe directement aux réponses aux questions. Voilà, enfin, donc top chrono. L'eau, en fait, là c'est beaucoup plus ancien, puisque les communes ont la compétence en matière d'eau potable depuis 2 siècles, et 30 ans après, dans le développement meurtrier du capitalisme en France, il y a les banques qui ont créé deux boîtes, une qui s'appelait la Lyonnaise, qui est devenue Suez aujourd'hui, les autres qui ont créé la Générale des Eaux, qui est devenue Veolia aujourd'hui, et qui, face à l'émiettement communal, donc sur ces questions d'équipement en eau, ont profité de leur force de frappe financière pour se proposer leurs services pour équiper en eau potable les communes. Alors on parle, c'est comme quand on parle de mission publique, là on parle de délégation de service public, ce qui pourrait laisser penser à des gens qui font pas de droit qu'on est sur du service public, mais qui veut dire, bien au contraire, qu'on est dans de la privatisation et de la dépossession au niveau des services publics. Alors, en théorie, bien évidemment, tout ça est supposé se faire avec les élus gardant la maîtrise de décision, mais on a un système avec une telle disproportion de moyens que, effectivement, c'est les multinationales qui ont imposé les règles du jeu, les cahiers des charges étaient rédigés par eux, il y avait des délégations qui étaient souscrites sur des décennies et renouvelées de manière systématique, puisque les 2 grosses boîtes se partageaient le territoire, donc faisaient semblant de se mettre en concurrence, mais renouvelaient leur marché. Après, on a eu, quand éventuellement ça devenait, il y avait un peu de concurrence, toute une palette classique de moyens de pression, et là aussi le modèle français de l'eau est un peu caricatural, ça allait de la corruption individuelle des élus au financement des partis politiques et des petits cadeaux divers et variés qui peuvent aller du financement de clubs sportifs ou des choses comme ça qui font que on garde les bonnes grâces des décideurs et on garde le magot. Donc, sachant que ce magot amassé grâce à nos factures d'eau a permis à Suez et Veolia d'étendre leur pieuvre sur d'autres services publics locaux. Bon, on va pas faire toute la liste, elle est trop longue. Gestion des déchets, des décès d'ailleurs aussi, oui, c'est un lapsus révélateur, mais effectivement privatisation du funéraire, l'assainissement, le chauffage urbain et notamment les transports, mais aussi d'étendre leur pieuvre à l'étranger. Chaque fois qu'on leur a permis, en se faisant racketter, d'augmenter leurs profits, ça leur a permis d'imposer dans d'autres pays ce modèle de prédation des ressources en eau, avec y compris des gens qui avaient accès à l'eau et qui n'y ont plus accès, puisque on est passé d'un système de commun géré collectivement à une marchandise.
et donc effectivement des Philippines, au Chili, en Argentine, en Égypte, avec au passage d'ailleurs la mise en place de ce qu'on a appelé les tribunaux arbitraux, qui ont au plan du commerce international posé comme règle qu'une multinationale, quand un État essayait un peu de limiter la casse ou de poser des règles, de pouvoir attaquer, faire condamner les États pour entrave à la liberté du commerce. Bon, le fait, alors pour être un peu positif par rapport à tout ce qu'on a entendu, que ce modèle est plus ancien, c'est qu'il y a quand même, ils ont poussé le bouchon tellement loin, que ce soit au plan international, qu'il y a eu quand même dans un certain nombre de pays des luttes pour dénoncer cette emprise capitaliste venue d'ailleurs, mais qu'en France, notamment à l'occasion de ces scandales de corruption, une affaire assez importante qui remonte maintenant à 30 ans à Grenoble, où un maire Carignon, qui s'appelait pour les plus anciens, donc a quand même été mis en prison pour effectivement démonstration de la confusion des pouvoirs qu'il avait pour défendre les habitants avec sa fortune personnelle et avec effectivement les multinationales de l'eau qui étaient derrière. Donc résultat, de fil en aiguille, il y a quand même eu en France une mobilisation citoyenne et qui, ce qui est un peu inhabituel dans ce mouvement général de marchandisation de toute la réponse à nos services, eu un peu un retour en arrière, puisque quand même il y a eu au total 20 millions de la population française qui est passée d'une gestion privée à un retour en gestion publique de l'eau, que ce soit l'eau potable ou l'assainissement. Alors ça va de tout petits villages à des grosses métropoles telles que Paris, Nice, Bordeaux, Lyon, et pour l'Essonne, qui a pris le train en marche avec un peu plus de retard, où l'eau était privatisée quasiment à 100%, à part quelques villages qui avaient encore des puits en état de marche dans le sud du département. On a eu la création de 7 régies publiques et qui ont couvert 500 000 habitants. Bon, bien évidemment, un mouvement qui montre qu'il y aurait éventuellement une possibilité de résister à la marchandisation. Ça plaît pas trop aux capitalistes et donc ils sont pas en panne de moyens pour rebondir et relancer la contre-offensive. Parce que c'est un très mauvais exemple de montrer qu'éventuellement les habitants puissent, dans certains cas, inverser la machine. Donc comment est-ce qu'ils s'y prennent pour restaurer leur marge de profit? D'abord en matière d'eau, en considérant que, effectivement, plutôt que de protéger la ressource, on est dans un mouvement de pollution inexorable, ce qui va justifier que, donc, même s'ils gèrent moins de volume d'eau, par contre, l'eau qu'ils continuent à gérer, ils vont expliquer qu'on est dans une pollution inéluctable, surtout pas question de faire payer les pollueurs, mais de faire payer. Donc c'est le système des pollués-payeurs et non pas du pollueur-payeur, c'est-à-dire que les usagers vont devoir payer des techniques ultra sophistiquées de traitement de l'eau, parce que vous comprenez maintenant, il y a des nouveaux polluants, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a les PFAS, il y a toute une série de choses, et donc ça va coûter beaucoup plus cher de rendre l'eau potable. Donc effectivement, on va les faire payer. Ceux qui ont plus confiance dans l'eau du robinet, ben, on va les tourner vers l'eau minérale. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué de récupérer le pactole par là, puisqu'on vu les scandales qu'on vient de connaître au niveau de Perrier, Nestlé et d'un certain nombre d'endroits, on se rend compte que même l'eau minérale, elle est polluée, outre qu'elle coûte 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a cette logique de la fuite en avant dans la pollution pour essayer donc de récupérer par des technologies ultra coûteuses le marché. L'autre élément, effectivement, c'est la façon de faire que les régies, c'est le problème qu'on a en Essonne, ne puissent, alors, en allant à l'extrême des coquilles vides, c'est-à-dire vont gérer éventuellement la distribution sur le bout de la chaîne du réseau, vont gérer la facturation, le comptage, les compteurs d'eau ou autres, mais éventuellement n'auront pas la main. C'est le cas qu'on a en Essonne qui est un peu unique en France, où Suez a gardé la maîtrise sur la production de l'eau potable, c'est-à-dire que l'eau est produite dans 3 usines qui auraient dû revenir aux collectivités puisqu'elles ont déjà été payées et amorties par les factures d'eau, l'une à Morsan-sur-Seine, l'autre à Viry-Châtillon, la 3e à Vigneux.
et que Suez continue à refuse de les restituer et en profite pour racketter les régies en leur vendant de l'eau au triple du prix coûtant. Et on a le même mouvement à l'autre bout de la chaîne, puisqu'effectivement, l'eau, ça peut devenir un business aussi au niveau de son traitement, c'est-à-dire une fois qu'elle arrive dans nos robinets, elle repart dans nos toilettes, etc. Et au niveau de l'assainissement, on retrouve les mêmes gredins, Veolia et Suez, et avec là aussi une surfacturation pour la moitié nord du département, nos eaux qui sont traitées par Veolia à l'usine de Valenton, toutes les bains et facturées. On retrouve ça dans nos factures, le triple du prix coûtant. Donc voilà. Donc, et puis également la vente. On parlait aussi des cabinets d'audit. On en a pas mal parlé, les collectifs de nos services publics. Effectivement, avec aussi en essayant de garder la mainmise sur tous les cabinets qui vont traiter l'ingénierie, les nouvelles technologies, les nouveaux projets en matière d'eau. Voilà. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle, nous en Essonne, le syndrome de Stockholm, qui continue à toucher de manière grave nos élus. C'est-à-dire que les dirigeants locaux, le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome du pris en otage, qu'il a été tellement longtemps, qui devient finalement fasciné et adhère aux thèses de son ravisseur, de son preneur d'otage. Et donc en matière d'eau, on a beau être sorti partiellement, effectivement, sur un bout de la chaîne des multinationales, et ben localement, si les citoyens sont pas là pour maintenir les élus sous pression, pour qu'ils rendent des comptes, pour que tout ça, pour que la gestion publique se fasse pas sous le coup du secret des affaires en catimini soumis au lobbying des multinationales, et ben résultat, ce qu'on gagne d'un côté, on le repère de l'autre, et on a ce problème actuellement, justement, sur la restitution des usines, où les élus certains élus qui étaient vent debout il y a 2 ans, tels que, y compris même des élus de droite comme M. Durovray, le président de Grand Paris Sud, ont été démarchés dans les coulisses par les lobbyistes et ont commencé à négocier pour éventuellement prolonger la situation d'abus de pouvoir de Suez. Donc on a ça. Et puis l'autre élément qui nous ramène effectivement aux services publics qui ne sont pas forcément aujourd'hui tels qu'on voudrait qu'ils soient, c'est qu'il y a des salariés du privé qui aimeraient bien travailler dans le public parce qu'effectivement ils retrouveraient le sens du service public et du service à l'usager plutôt que rémunérer des actionnaires, sauf que les salaires, les rémunérations, les statuts dans les services publics se sont tellement dégradés que, à un moment donné, pour un certain nombre de salariés qui dépendent des conventions collectives de Suez et Veolia, ils n'y retrouvent pas forcément leur compte en venant dans le public. En tout cas, on leur fait croire que, et donc ça veut dire qu'ils peuvent, dans certains cas, hésiter à nous rejoindre. Heureusement, beaucoup rejoignent quand même les services publics et peuvent montrer qu'ils ne gardent pas le change, mais il y a en tout cas cette crainte qui, effectivement, continue à faire hésiter certains et qui pose, de notre point de vue, vraiment comme enjeu la nécessité sur toutes ces questions de mener des batailles systématiquement entre salariés, entre usagers, pour arriver à effectivement les conseils d'administration des régies, un exemple, pourraient très très bien juridiquement d'ores et déjà être gérés par des administrateurs qui soient composés d'élus, de représentants des usagers et de représentants des salariés. En fait, pour l'instant, en Essonne, il n'y a pas une seule des régies où les salariés sont représentés, et au niveau des usagers, on avait gagné, nous, par exemple, dans le Val d'Orge, un certain poids en siégeant à la régie, sauf qu'on s'aperçoit que là, quand je parlais de la culture du secret des affaires, résultat, on est bien administrateur, mais les élus vont se réunir avant ou dans les coulisses pour, voilà, on a deux niveaux d'administrateurs, et tout se règle, en fait, avant que les réunions officielles publiques, réglementaires se tiennent. Donc là aussi,
il faudrait qu'il y ait vraiment une pression plus importante. Notre objectif, et c'est une date lointaine, mais qu'on a déjà retenu, le 21 novembre, on veut vraiment que l'eau soit une question qui soit dans le débat public pour les prochaines élections municipales et communautaires, puisque tout ça se gère malheureusement en plus aux échelons des communautés d'agglo, voire de syndicats encore au 3e étage, pour qu'effectivement la pression citoyenne oblige à ce que le mouvement continue à aller dans le bon sens.